Moi, je suis Nolwenn Trolles, je suis psychologue, neuropsychologue. Je travaille dans un centre de rééducation sur Rennes et je suis aussi enseignante-chercheuse à l'Université de Rennes 2. Et je suis aussi membre de l'association des familles de trauma crânien dans le 35. Euh, Gabrielle Verrier, moi je vis aussi à Rennes. Je suis aidante de ma sœur, qui s'appelle Julie, qui vit elle à Quimper, et on a l'autorisation de Julie, qui est la concernée dont on a parlé dans cette intervention, pour parler d'elle et de sa situation. On est par ailleurs amies toutes les deux et c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir ensemble, puisque ça fait plusieurs années qu'on partage des questionnements autour du handicap, des handicaps. Et aujourd'hui, on est intervenu sur la question de l'accès aux droits des personnes vulnérabilisées. Nolwenn, tu as fait oui, voilà. Moi, j'ai plutôt parlé en fait des conséquences de la lésion cérébrale acquise pour essayer de brosser un peu le tableau, savoir un peu ce qui se passait quand on avait une tumeur au cerveau et fait aussi un AVC. Donc voilà, on s'est appuyé sur la situation de Julie. Et puis, toi, Gabrielle? J'ai parlé de cas concrets dans lesquels j'accompagne ma sœur pour l'accès à ses droits, donc à la fois sur le pan administratif et le pan de la parentalité, puisque ma sœur a eu une lésion cérébrale il y a 7 ans, elle a 2 enfants, et donc pour pouvoir avoir accès à ses droits de mère notamment, elle doit être accompagnée. Et donc on a réfléchi ensemble à quel moment est-ce que pour pouvoir donner accès aux personnes vulnérabilisées à leurs droits, comment on fait dans le cas de ma sœur qui est aphasique et qui souffre aussi d'anosognosie, comment on fait pour lui donner accès à ses droits en la prenant en compte, tout en prenant en compte le fait que ces troubles peuvent l'éloigner de ce à quoi elle a le droit. En fait, elle n'a pas toujours conscience de ce à quoi elle a le droit. Oui, ces troubles nécessitent la présence, pour compenser ces troubles, ça nécessite la présence d'un tiers. Mais est-ce que cette présence ne la frustre pas du fait de se dire je peux pas être comme monsieur et madame tout le monde, même s'il n'y a pas de normalité, se dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui traduise ou qui... Est-ce que ça, ça la... Elle passe pas à se retrouver, je peux pas dire infantilisée, mais le mot est peut-être dur, mais voilà, se retrouver au même niveau de ses enfants en fait. C'est elle qui vient voir ses enfants alors qu'elle est obligée d'être accompagnée, entre guillemets, d'un adulte, alors qu'elle est elle-même adulte. Alors, est-ce que vous en parlez entre vous de ça? Tout à fait, et les professionnels, quand Julie a fait cet AVC, elle était enceinte, elle venait de subir une césarienne. Et donc, nous, on a appris à communiquer avec elle avec l'aphasie, alors que sa deuxième fille apprenait à parler. Et beaucoup d'adultes faisait la comparaison entre elle et sa fille qui apprenait le langage, et beaucoup de professionnels nous disaient attention, ne surtout pas comparer, puisque ce n'est pas, il se passe pas la même chose cérébralement, il se passe pas la même chose dans la tête et cognitivement. Mais par contre, effectivement, Julie, et on a projeté une vidéo pendant notre intervention d'une visio qu'on avait faite avec Julie, où elle fait part constamment, en dehors même de la question de l'accès au droit, de sa frustration d'être aphasique, de ne pas pouvoir s'exprimer, et que tout le temps, et c'est pour ça que l'aphasie, je ne connais pas moi d'autres handicaps, mais en tout cas c'est un handicap où il est très très facile de tomber dans le validisme et dans la domination quand on a la parole, puisque on veut toujours, on essaye de traduire ce que disent les gens, et c'est très dur. Et Julie, elle voudrait être le plus autonome possible. Elle voudrait que ce ne soit pas ses proches qui soient ses aidants. Elle voudrait un service public. Voilà, et je pense aussi que ses proches n'ont pas forcément envie d'être... Tout le monde voudrait que ça Ça fonctionne. revient un peu à la remarque que je faisais en disant qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de structure publique ou autre, c'est les familles qui gèrent, ou même je me dis qu'aujourd'hui, y a des gens qui ont grâce à l'IA, qui peuvent communiquer alors qu'ils ne parlent pas. On a l'exemple d'un, c'est maladroit ma tournure, mais qui fait partie de la communauté mixte de recherche Cadora, qui était avec nous aujourd'hui, Philippe Aubert, qui ne parle pas, mais grâce à un outil informatique. Pourquoi aujourd'hui, pour des gens aphasiques,
cet outil n'existe pas? Parce qu'en Parce fait, que ce je n'est crois pas qu'il a pas possible dit que... Alors, Ah non, non, il a un problème moteur, voilà, en fait. il a appris Et donc, un alphabet parallèle, d'accord. ouais. Et enfin, Julie, en fait, sur l'aphasie, c'est effectivement sur l'expression, donc sur le langage oral, mais c'est aussi sur le langage écrit. C'est-à-dire que Julie ne peut pas écrire et ne peut pas lire. En tout cas, pas. Enfin, elle peut lire quelques mots, mais en tout cas, pas des phrases entières. Donc, elle n'est pas en mesure de pouvoir communiquer. Alors, elle n'est pas mutique, puisqu'elle est capable de dire des oui, des non. Mais encore là, on a lu des comptes rendus qui disaient que parfois c'était fluctuant, que c'était pas forcément la bonne réponse. Donc on peut aussi s'attendre à ce que Julie des fois dise oui alors qu'en fait c'est non. Et qu'elle se rende compte, tu donnes parfois des exemples, et qu'elle se rende compte après en disant mais non mais je t'ai pas demandé un thé, en fait je voulais un café. Enfin voilà, et c'est juste que effectivement au moment où elle répond, elle pense répondre bah non je veux pas de café, et puis en fait c'est pas le bon son et le bon mot qui est sorti. Donc l'aphasie, c'est vraiment très spécifique. J'insisterai aussi sur la nosognosie, qui est à mon avis le deuxième trouble et qui est quand même très spécifique à la lésion cérébrale acquise, dont je parlais justement tout à l'heure, où effectivement la personne ne se rend pas compte de ses difficultés. Et enfin voilà le témoignage de la dame qui était avec nous, j'ai oublié son nom, mais qui parlait de son fils. Enfin voilà, l'idée c'est que c'est pas un déni, c'est pas quelque chose qui est psychologique, c'est un trouble neurologique, neuropsychologique, où la personne n'a pas conscience de ses difficultés. Donc pas conscience de ses difficultés, ça veut dire qu'elle ne va pas identifier ses besoins. Et donc le handicap, lésion cérébrale acquise, parfois n'est pas très visible, c'est-à-dire que physiquement on n'a pas de handicap. Julie a une hémiplégie, donc voilà, physiquement elle peut marcher avec une canne. Mais voilà, pour mes autres patients, voilà, il n'y a rien qui se voit, si ce n'est parfois une cicatrice sur le crâne. Mais, et du coup, ben voilà, ils sont face à des gens de la MDPH, de médecins experts, de leur employeur. Et en fait, ça ne se voit pas. Et eux ne savent, leur disent, moi je reprends le travail quand vous voulez. Mais est-ce que quand on leur pose la question au travail, ils ont dans le dictionnaire du cerveau la définition de travail? Ah oui, mais ils pensent, oui, bah oui, ils pensent être en mesure de travailler, et ils savent ce qu'ils ont à faire, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en mesure de pouvoir le faire. Tu citais Nolwenn, l'exemple d'une patiente qui était en fauteuil et voulait être hôtesse de l'air. Voilà. C'est, enfin voilà, un exemple de la nosognosie. Oui. Après, on pourrait se dire, pardon, par rapport à l'exemple que vous donnez sur Philippe Aubert qui a une tablette et tout ça, je pense qu'il y a aussi un coût derrière tout ça, parce que peut-être que pour ma sœur, au-delà de la lésion cérébrale et de ses troubles aujourd'hui, si on va sur la Lune, du coup peut-être qu'on pourrait trouver des moyens, mais c'est la question des moyens. Et tout ce qu'on a dit cet après-midi, plus on sera dans des politiques antisociales et rétrogrades sur la manière de penser l'autonomie des personnes vulnérabilisées, plus on s'éloignera, plus les familles seront impactées et les personnes non autonomes. De toute façon, on s'en rend compte, c'est qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là sont souvent soutenus par des associations, et souvent les recherches qui démarrent en amont. Moi, dans mon cas personnel, je suis touché par une maladie génétique et rare en plus. Heureusement que depuis 30 ans, l'AFM se bat pour trouver des choses. Et que les gens soient généreux. Sinon, on n'aurait pas de recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ces handicaps et maladies qui arrivent suite aux accidents de la vie, il faut peut-être qu'on fasse des travaux de recherche pour donner accessibilité à une autonomie qui soit durable, vraie et émancipatrice. Sur cette question de l'aide aussi aux personnes, en fait, effectivement, moi, il m'arrive assez régulièrement avec mes patients de les conseiller d'aller voir l'association, la FTC 35, pour de l'écoute, pour ce qu'on appelle de la pérédance, pour des liens aussi avec des avocats qui pourraient les aider dans des situations quand il y a des accidents de voiture avec des assurances. Enfin voilà, et effectivement, c'est-à-dire que moi je suis professionnelle, je suis sur mon lieu de travail et je leur dis allez voir des bénévoles d'une association qui fait par ailleurs très bien son job, mais parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'on leur dit d'y aller, aussi pour gonfler les effectifs des associations notamment, enfin voilà, qui sont toujours en peine, mais c'est pas rien en fait, c'est-à-dire que moi j'ai pas les moyens publics dans mon travail de pouvoir
répondre à toutes les questions des personnes que Mais là, je rencontre. justement, ces questions des personnes, des familles, les vôtres, pourquoi il n'y aurait pas la création d'un, par exemple, sur ce lieu de réhabilitation, la création d'un tiers-lieu, que j'appellerais un lieu positif, où on aurait des professionnels pour faire des rendez-vous, on aurait une cafette pour que tout le monde parle, pour discuter entre nous des envies, des besoins des uns, et même une personne qui n'a jamais aidé un proche, mais qui veut s'intéresser parce qu'il veut être écrivain, comme un écrivain public ou un visiteur de prison, aider les autres alors qu'il n'est pas concerné. Pourquoi pas créer des outils coopératifs? Ben, parce qu'on manque de bénévoles pour le coup, ou alors on manque de sous pour payer des gens pour pouvoir le faire. Je crois que les sous nous posent problème, donc ça va être le mot de la fin.